Salut à tous, voici une nouvelle semaine qui commence et comme toujours, nous nous retrouvons dans le cadre de votre documentaire premier. Tout au long de plusieurs semaines, nous avons visité les plus belles architectures de Tunisie, fait la rencontre des grands architectes du continent et du monde et surtout, nous avons admiré voire apprécié leur créativité à travers leurs chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, nous ouvrons un autre chapitre de cette architecture et je vous promets que la déception ne sera pas au rendez-vous. Avant de vous plonger entre plusieurs immeubles et maisons, sachez que le principe du jeu reste le même. Si vous avez la bonne réponse à notre question hebdomadaire, envoyez-la au 8877 en formulant 7A suivi de votre réponse qui peut-être vous fera gagner par tirage au sort un écran plasma de 60 pouces 3D d'une résolution de 1080 Full HD avec connectivité Wi-Fi d'une valeur de 2 753 450 francs CFA. La question, la voici. De quelle architecture s'agit-il dans le documentaire? A. L'architecture dans le monde islamique. B. L'architecture chrétienne. C. L'architecture bouddhiste. Des tours patronales en Malaisie, des abris pour les victimes d'un séisme en Iran, la restauration de la vieille ville de Jérusalem ou encore un nouveau marché en Afrique de l'Ouest, tous ces lieux ont une histoire, mais aussi un lien. L'architecture. Elle seule peut amener l'un des plus célèbres architectes du monde à partager un podium avec un maçon du Yémen. Vous vous poserez certainement la question comment? C'est grâce au prix d'architecture le plus richement doté au monde. Un prix singulier qui récompense surtout les bâtiments qui améliorent la vie des communautés qui en partagent les murs. Au cours des 4 prochains programmes, vous serez surpris par l'architecture dans le monde islamique qui ne ressemble peut-être pas à l'image que vous en avez aujourd'hui. Le prix Aga Khan d'architecture est l'un des prix internationaux les plus convoités dans le monde. Ce prix se distingue de tous les autres, comme l'affirme Lord Norman Foster, à qui l'on doit la rénovation du Reichstag à Berlin, ou la Tour Gherkin de Londres, comme d'autres structures modernes. Tous les prix sont particuliers, mais celui-ci est très spécial. Il est tellement prestigieux. Et aussi très discriminatoire, alors il est très respecté. Ce n'est vraiment pas facile de remporter ce prix, et ça se voit à ces programmes. Le design n'a que peu d'importance dans l'attribution de ce prix. Ce qui compte, c'est autre chose, notamment l'adéquation qui doit exister entre une structure et une population. C'est pour cela que ce prix est si singulier et qu'il récompense aussi bien des écoles rurales que des gratte-ciel modernes. Que l'on soit pauvre ou riche, l'environnement urbain ou rural dans lequel nous vivons est essentiel. Il nous influence dans notre bien-être. Tous les lieux de vie sont concernés par ce prix. L'architecture est le seul art tridimensionnel que nous avons. L'Aga Khan, chef de file des 15 millions de musulmans ismaélites, voulait que son prix reconnaisse et donc encourage la diversité architecturale dans le monde islamique. Tous les lieux où la culture musulmane a une présence importante peuvent postuler à ce prix si convoité. C'est aussi pourquoi Singapour et Chypre figurent parmi les lauréats de cette année 2007. Chez les architectes comme chez les urbanistes, le prix Aga Khan est particulièrement apprécié, notamment pour la rigueur de son processus de sélection. Une sélection stricte qui se déroule sur 3 ans. Cette année, 343 projets détaillés ont été examinés. Parmi eux, seuls 27 ont été retenus. Tous ont reçu sur place la visite d'experts aussi attentifs que méticuleux. En avril, nous avons accompagné un expert au Yémen pour examiner 2 projets présélectionnés. L'architecte et écrivaine britannique d'origine irakienne Salma Samar Damlouri est une référence pour les bâtiments faits de briques de terre. Aujourd'hui, elle est venue évaluer la restauration de la ville de Shibam au Yémen, avec ses gratte-ciel du désert à 9 étages. La ville a encore une grande importance et c'est l'un des exemples internationaux les plus représentatifs de gratte-ciel en briques de terre. Pour les experts comme pour les autres,
cette Manhattan du désert est une merveille et sa restauration tout aussi réussie. Pour Salma Damlouri, c'est la qualité qu'il faudra juger, comme la sincérité des architectes qu'elle n'hésite pas à mettre à rude épreuve. On tend à généraliser les choses et je suis surprise que vous, qui habitez ici, parliez comme ça. Je sais quelle était la situation il y a 4 ans, mais il y a 40 ans, non. Oui, mais c'est vous qui avez dit 40, pas moi. Et on l'a dit aussi en haut, ce matin. Les experts ont le devoir de tout vérifier. Photos, réunions, visites dans des couloirs, sur les toits, à l'intérieur et à l'extérieur des maisons. Tout est noté, vérifié, répertorié. Les rapports détaillés de chaque expert sont adressés à Genève, au quartier général de l'Aga Khan Trust for Culture. Début juin, direction Genève pour les experts. Ils vont maintenant répondre aux questions précises des 9 membres du jury. Un jury varié composé de personnalités reconnues dans le monde de l'art, de l'histoire, de la philosophie et des arts contemporains. C'est à huis clos que le jury choisit ses lauréats. Entre tensions, désaccords et consensus, le palmarès, toujours très serré, apparaît parfois au bout de 3 jours de débat. Unsatisfying. They are really narrow. They are. You see these all over the place. They don't see. I think that will not help. C'est un choix difficile, où l'on échange beaucoup. On réfléchit sans cesse. On examine des projets très spécifiques, très différents, aussi bien dans les grandes lignes que dans les moindres détails. C'était très difficile pour 9 personnes d'horizons très différents de concilier leurs choix parfois contradictoires. Ils ne l'admettront pas, mais ils peuvent décider très vite de ce qui est beau. Puis ils doivent vérifier que ce qui est beau est également fonctionnel. Il n'y a pas que le visuel qui compte ici. Je pense que les projets gagnants sont des bâtiments qui interpellent. Et puis chaque projet a son histoire, et cela aussi a son importance. Si ce prix est singulier par son esprit, il l'est aussi par le nombre de lauréats, pas toujours le même d'année en année. C'est le jury qui décide. L'année dernière, 7 projets se sont partagés le prix d'1 demi-million de dollars. Septembre 2007, l'annonce des résultats est imminente. Nous sommes à Kuala Lumpur, en Malaisie. 200 invités sont réunis dans le hall philharmonique, au pied des tours Petronas. Le Premier ministre malaisien et l'Aga Khan sont sur scène pour remettre les prix. L'aboutissement de 3 ans de planification, de vérification, de sélection et de délibération. Parfois, des projets sont laissés de côté. La raison, des considérations politiques. Parfois même, le meilleur projet perd et c'est le deuxième qui l'emporte en raison d'un certain consensus. Alors ça change tout le temps. On ne sait jamais. Premier lauréat primé, Nicosie en territoire chypriote, pour le plan de restauration de sa ville fortifiée. Nicosie est la plus grande ville de l'île de Chypre.
les murs d'enceinte de la ville ont été construits il y a plus de 400 ans pour repousser l'invasion ottomane. Mais dans le cœur de la ville, nombreux sont les murs bien plus anciens. Leurs styles architecturaux sont divers, byzantins, gothiques, ottomans ou plus récents. Située à l'extrême est de la Méditerranée, Nicosie a, dans sa chair, souffert de son histoire. Le conflit entre chypriotes grecs et chypriotes turcs a entraîné la division de l'île en 1974. Aux conséquences multiples, cette scission a imposé à Nicosie une zone tampon sécurisée en plein centre-ville. Une zone presque sans vie, désormais quadrillée par les soldats de la paix de l'ONU. Malgré la division, Nicosie est restée un lieu d'échange. Dès 1979, les deux clans ont coopéré pour l'évacuation des eaux usées. Loin des considérations politiques, d'autres sujets ont aussi rassemblé, notamment la sauvegarde d'un patrimoine architectural partagé. Ces intérêts communs ont permis l'élaboration d'un plan de protection patrimoniale, désormais soutenu par l'ONU. Beaucoup de personnes ont abandonné les endroits proches de la zone tampon et ont déménagé. La ville a été complètement abandonnée, délaissée. Malgré le conflit, les Grecs et les Turcs ont compris la nécessité de travailler ensemble. Les besoins vitaux des deux communautés ont donné l'impulsion à ce qui a été le premier projet commun mené par chypriotes grecs et chypriotes turcs. Au début des années 80, sous l'égide du Programme des Nations Unies pour le développement et avec un large financement de l'Union européenne, le plan directeur de Nicosie a été mis en place par les autorités des deux communautés. Nous estimions que malgré la division de la vie continuait des deux côtés et que nous avions vraiment besoin de coopérer. Nous avons connu des difficultés, mais nous avons découvert que les Los Demetriades et nous-mêmes partagions la même vision. La première réunion avec mon ami Mustafa Akinci, de l'autre côté, a eu lieu dans cette maison. Et à l'époque, il était impossible de se rencontrer ainsi. Le plan directeur initial a d'abord concerné les zones les plus proches de la zone tampon. Arabamet, dans le nord turc, et Chrysaliniotissa, au sud et en zone grecque. Ces quartiers résidentiels étaient particulièrement meurtris. Ils présentaient cependant une grande valeur architecturale. Depuis, des dizaines d'autres projets ont été initiés à Nicosie, comme ce bain turc au sud de la ville, qui est en parfait état aujourd'hui. Comme cette mosquée aussi, au nord de Nicosie, une esplanade dont les arches restaurées accueillent aujourd'hui un centre touristique très visité. Ces deux exemples concrets sont aussi les symboles de l'efficacité du plan directeur local, qui depuis 25 ans permet à certains quartiers de la ville de se reconstruire. Le principal but du plan directeur de Nicosie est de préserver le patrimoine historique des bâtiments et des paysages urbains de la ville. Dans la plupart des cas, la restauration s'est faite au travers de techniques et de matériaux traditionnels. Ici, beaucoup de bâtiments sont construits avec des pierres jaunes et des briques séchées au soleil. Très souvent, ce sont des artisans locaux des deux communautés qui ont mené les travaux de restauration. Une grande variété de bâtiments ont été restaurés dans le cadre du plan directeur. Des bâtiments résidentiels, commerciaux, gouvernementaux, mais aussi culturels. Des bâtiments uniques, réhabilités au cas par cas. Parmi les exemples les plus marquants, cette usine électrique des années 1930 au sud de la ville. Aujourd'hui, c'est une galerie d'art contemporain. On voit de beaux bâtiments reprendre vie. Un vieil hammam que l'on fréquente à nouveau. Grâce à la réhabilitation, je crois que nous transmettons un message d'espoir à la population. À Nicosie, le plan directeur est en place depuis 25 ans maintenant. Conséquence positive de cette durabilité, la restauration de la ville est désormais visible aux yeux de tous. Dans le sud de l'île, les habitants ont accepté le plan directeur et lui ont même insufflé un certain dynamisme. Dans le nord, la réponse a elle aussi été positive, même si les progrès semblent plus longs à venir. Ils reconstruisent à certains endroits, et c'est dommage, je trouve.
C'est dommage, car dans ma rue, ils vont restaurer un côté. Mais malheureusement, j'habite en face. Malgré les difficultés, le plan directeur a prouvé que les Chypriotes grecs et turcs étaient capables de travailler ensemble pour le bien de tous. Une réussite majeure, presque plus essentielle que tous les travaux de réhabilitation. Lorsque cette ligne de séparation, qui est un anachronisme, quelque chose d'artificiel, disparaîtra, les gens devront sans attendre retrouver une vie normale. La structure de la ville va être maintenue intacte. Alors on pourra l'utiliser dès que les politiciens ou qui que ce soit décideront d'autoriser la liberté de mouvement. C'est grâce à ce plan que nous avons sauvé l'histoire de cette ville. Et puis nous avons aussi sauvé son avenir. L'ambassade royale des Pays-Bas à Addis Abeba en Éthiopie. Lauréat du prix Aga Khan, les architectes Dick van Gameren et Bjarne Mastenbroek. Comment représenter la culture néerlandaise contemporaine tout en respectant le pays africain qui l'accueille sur son sol? Telle était la question posée par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas aux architectes de sa nouvelle ambassade en Éthiopie. La réponse, la voici. Elle est l'œuvre des architectes néerlandais Dick van Gameren et Bjarne Mastenbroek, qui ont su créer un bâtiment qui interagit avec le paysage de manière surprenante, en créant notamment un échange d'idées entre deux mondes, l'Europe et l'Afrique. Pour trouver des références en Éthiopie, nous avons parcouru le pays et ce qui nous a frappé, c'est la manière dont sont construites les églises dans le nord du pays. En faisant le rapprochement entre le paysage et l'architecture, nous avons construit sur et dans la terre, comme à Lalibela où l'on a littéralement creusé dans la roche. Ici, nous avons l'impression que le bâtiment sort littéralement du sol. L'ambassade des Pays-Bas est située dans une forêt d'eucalyptus, en périphérie de la capitale Addis Abeba. Ici, l'on trouve une chancellerie, la résidence de l'ambassadeur et 3 maisons pour le personnel, une loge et maintenant une petite école. Mais c'est le bâtiment principal qui fascine. Long de 140 mètres, il s'intègre parfaitement dans le paysage environnant. Ses façades ont les mêmes teintes ocre que la terre éthiopienne. Le bâtiment a un toit horizontal qui peut se couvrir d'eau quand il pleut, donc les gens vivent et travaillent en dessous du niveau de l'eau, ce qui est, on peut le dire, très néerlandais. Ça donne effectivement un paysage très néerlandais, avec des parties sèches et des fossés couverts d'eau. La construction de l'édifice a été entièrement confiée à des entrepreneurs et des architectes éthiopiens qui ont utilisé le plus souvent des matériaux locaux. Les concepteurs, basés à Amsterdam, n'ont visité le site en construction que tous les 4 ou 5 mois. Des visites espacées, mais avec un niveau d'exigence particulièrement élevé. Je ne dirais pas que cela a été difficile. C'était surtout plus stimulant, parce que nous n'avions jamais construit ce genre de bâtiment en Éthiopie. Le concept était nouveau, en commençant par le béton, le colorer, essayer de trouver les bonnes proportions des couleurs ou les lignes des échafaudages et les formes. Cela a été un vrai défi. Si les Néerlandais avaient des idées préconçues quant au travail de construction en Éthiopie, elles ont vite été oubliées. Nous avons été très surpris par le bon contact entre la population locale et nous-mêmes. L'architecte local nous a très bien représentés. S'agissant de constructeurs locaux, nous avons été très surpris par la qualité de leur travail. Nous voulions que ce bâtiment s'inscrive dans la durée. Nous voulions dessiner un bâtiment qui pourrait être construit en Éthiopie par les Éthiopiens eux-mêmes. Nous ne voulions pas importer des structures préfabriquées venues de Hollande pour les assembler une fois sur place. À l'intérieur comme à l'extérieur, c'est la couleur ocre qui domine un esprit architectural éthiopien. Ici, tout a été pensé. Et si tous les plans sont inclinés,
c'est pour renforcer l'intégration de ce bâtiment récent dans une terre africaine riche de ses cultures et de son histoire. Les accès reliant les bureaux officiels à la résidence privée de l'ambassadeur ont été particulièrement pensés et dessinés dans un esprit de proximité permanente. Présent sur place à chaque instant, l'ambassadeur est ici comme chez lui. Il sait tout et connaît tout de la vie de son ambassade. Je vois les visages de tout le monde, et quand j'ai des visiteurs et que je les guide jusqu'à ma chambre, certains ont un large sourire et me disent « Waouh, c'est fantastique, on dirait une cathédrale. C'est tellement unique, j'aime beaucoup. » D'autres commentaires ne sont pas aussi positifs. Ils voient plus le fait que ce n'est pas très lumineux, ça a l'air un peu sombre. Ce n'est pas si facile de tout apprécier en raison de la manière dont cela a été construit. Pour le personnel de l'ambassade aussi, ce bâtiment est exceptionnel. Un design audacieux, des fenêtres démesurées, une vue spectaculaire sur le paysage environnant. En ce moment, il fait un peu froid, mais à part cela, je suis vraiment séduite. C'est beau et lumineux, surtout avec ces grandes fenêtres. Et c'est cette interaction avec le paysage qui explique le succès du bâtiment. Nous avons essayé de faire quelque chose de différent tout en respectant ce pays. Il ne fallait surtout pas apporter quelques idées ou des concepts d'Occident, mais prendre vraiment la culture éthiopienne comme point de départ. Dans le prochain épisode de Building for Islam, direction le Yémen, où nous visiterons une mosquée de village dernièrement restaurée. Nous ouvrirons les yeux sur un gratte-ciel moderne et novateur qui permet d'économiser sur l'air conditionné. Enfin, nous irons au Burkina Faso découvrir un marché couvert qui a su revitaliser la vie économique d'une population tout entière. Voilà qui vient mettre fin à ce programme de ce jour. Avant de vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, je vous rappelle la question qui peut-être vous fera gagner par tirage au sort un écran plasma de 60 pouces 3D d'une résolution de 1080 Full HD avec connectivité Wi-Fi d'une valeur de 2 753 450 francs CFA. De quelle architecture s'agit-il dans le documentaire? Vous avez le choix entre l'architecture dans le monde islamique, B, l'architecture chrétienne, C, l'architecture bouddhiste. Au revoir et à très bientôt.